Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence qui est un peu plus à destination des chefs d'entreprise, des directeurs administratifs et financiers ou des responsables administratifs et financiers, puisque nous allons aborder pendant 45 minutes les obligations fiscales des entreprises. Donc avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats. Et il vous donne également accès à toute notre équipe de juristes qui est basée à La Rochelle et qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service gratuitement en vous permettant de poser votre première question gratuitement auprès de nos juristes. Donc Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître Rania Fawaz, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. En effet, elle avait déjà animé une webconférence à l'automne dernier sur les contrôles fiscaux en entreprise. Et ma collègue Marine va vous communiquer sur le chat le lien qui vous permettra de revoir cette webconférence si vous le souhaitez. Donc bonjour à vous, maître, et merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Bonjour Myriam, merci de cette invitation. C'est effectivement des événements qui sont à chaque fois intéressants, notamment sur le thème que vous m'avez proposé. La fiscalité d'entreprise est effectivement un sujet qui est primordial et essentiel pour les chefs d'entreprise. Et je suis ravie de vous présenter sur cette conférence non seulement les obligations fiscales annuelles que chaque entrepreneur et chaque entreprise et travailleurs indépendants devra mettre en place cette année, et également les nouveautés fiscales de la loi de finances 2022 dans le temps qui nous sera imparti, puisque il y a effectivement énormément de nouveautés fiscales à ce sujet. Merci encore, maître. Alors pour ceux qui participent régulièrement à nos webconférences, vous savez que votre avis nous importe beaucoup et vraiment nous intéresse. Et on se demandait, entre autres, si le jour et l'heure de nos webconférences vous convenait. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé 2 sondages. Donc, il suffit que vous cliquiez sur l'onglet sondage en bas à droite de votre écran pour y répondre. Voilà, on souhaiterait juste avoir une petite idée de vos préférences dans ce domaine. Donc revenons à notre sujet du jour. Donc on va avoir un format un petit peu différent par rapport à l'habitude. Je vais céder la parole à maître Fawaz qui va vous faire une petite présentation et ensuite nous lui poserons les questions que vous nous avez fait parvenir comme d'habitude. Si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser donc dans l'onglet questions, toujours en bas à droite de votre écran. Et je remercie vivement ma collègue Marine qui vous orientera vers les dossiers, les articles de notre site. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter donc maître Fawaz, dont vous voyez les coordonnées à l'écran pour le moment. Donc maître Fawaz, je vous laisse la parole. Alors, merci Myriam. Donc, pour commencer, pour introduire cette webconférence sur les obligations fiscales et sociales en découlant pour les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs indépendants, nous aborderons plus le champ d'intervention des TPE, TPI,
PME, PMI, puisque les groupes effectivement de sociétés, notamment les grandes entreprises qui sont cotées au CAC 40, obéissent à des obligations fiscales qui sont prévues par le Code général des impôts, mais qui effectivement font l'objet d'une spécificité. Donc, je rentrerai directement dans le vif du sujet, à savoir que nous allons commencer par aborder les différents types de déclarations que vous devez faire tout au long de l'année pour répondre aux obligations fiscales qui vous sont imposées par l'administration. Et nous aborderons également, dans le cadre de l'exécution de la réalisation de ces obligations fiscales, les nouveautés fiscales qui ont été imposées par la loi de finances 2022. Le champ est tellement large parce que la loi de finances 2022 est riche que nous aborderons évidemment que le côté lié aux entreprises. Il y a des nouveautés fiscales effectivement que vous pouvez utiliser dans votre 2042, dans votre déclaration 2042, et notamment 2042C pour les indépendants. Mais le format de la webconférence et avec le temps de parole quand même qui est limité ne nous permet pas de l'aborder totalement. Nous referons une séance, une nouvelle webconférence le 15 mars, donc je vous invite vivement à vous y inscrire. Et dans cette webconférence, nous parlerons plus spécifiquement de l'alias fiscal. Donc voilà, donc je fais d'ores et déjà l'annonce pour effectivement vous expliquer pourquoi à cette conférence, nous abordons tout d'abord plutôt les obligations fiscales annuelles qui sont imposées par les entreprises. Donc la première, vous allez me dire, la première obligation fiscale auquel vous devez répondre, c'est ce qu'on appelle la déclaration de bénéfices. Alors, qu'est-ce que la déclaration de bénéfices s'adresse à qui? Effectivement, les revenus professionnels des entreprises peuvent être de plusieurs types et donc prévoir différents types de régimes. Vous avez le régime des bénéfices industriels et commerciaux et lorsque l'activité de l'entreprise va être une activité commerciale, artisanale ou industrielle. Vous avez également les BNC, donc les BNC auxquels sont soumis par exemple les professions réglementées comme les avocats, les experts comptables, les agents immobiliers. Et effectivement, en cas d'activité libérale ou de droit d'auteur, pour les artistes également, vous êtes sous le régime fiscal des BNC. Et ensuite, vous avez les bénéfices spécifiquement agricoles, les BA, lorsqu'il s'agit d'un exploitant agricole, mais nous n'aborderons pas effectivement, dans le cadre de notre conférence, nous n'aborderons plus les secteurs de l'industrie et des services, puisque le régime des bénéfices agricoles obéit à un régime également fiscal particulier. Donc, selon le type de revenu que vous déclarez, les déclarations vont différer. Les déclarations vont différer effectivement, puisque dans le cadre effectivement toutes les sociétés, de la déclaration des bénéfices, toutes les sociétés vont souscrire des déclarations de résultats par voie électronique. Aujourd'hui, la procédure qui est mise en œuvre par l'administration fiscale et que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la procédure TDFC par l'intermédiaire donc de votre partenaire EDI, qui permet la transmission de tous les formulaires qui sont relatifs à un régime simplifié ou normal. Donc, si votre entreprise est soumise à l'IS, donc là, effectivement, pour les néophytes, l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés, selon par exemple un régime simplifié d'imposition qu'on appelle plus communément le RSI, vous avez la possibilité de souscrire votre déclaration de résultats directement en utilisant les services à partir de votre espace professionnel. C'est donc dans le cadre j'ai fait ma thèse là-dessus, c'est dans le cadre en fait d'un souci de simplification par l'administration fiscale de tous les outils électroniques, ce qui permet, et en réalité, et à travers les différentes thèses qui ont été faites là-dessus, qui permet une plus grande captation de l'impôt. La déclaration que vous devrez souscrire, c'est la déclaration numéro 2065-SD. Et l'alias fiscal, on en parlera plus amplement dans la conférence du 15 mars, c'est l'alias BIC 15 RSI ou l'alias BIC 15 RN. Dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, donc si vous clôturez au 31 décembre, lorsque la date de clôture n'intervient pas le 31 décembre. Donc si vous clôturez
le 31 décembre, vous êtes en principe dans un délai différent. Ou le deuxième jour ouvré, suivant le 1er mai N+1, si l'exercice coïncide avec l'année civile, donc si vous clôturez le 31 décembre. Les entreprises qui télédéclarent vont disposer à ce moment-là d'un délai supplémentaire de 15 jours pour souscrire leur déclaration de résultats. Donc voilà déjà une première obligation fiscale annuelle que vous devez mettre en place et qui est essentielle pour la déclaration des bénéfices de l'entreprise. Ensuite, sur l'impôt sur les sociétés. Alors revenons sur l'impôt sur les sociétés, sur l'IS. L'impôt sur les sociétés va concerner principalement les bénéfices de certaines sociétés de personnes morales. La personne morale va être imposée à l'impôt sur les sociétés si elle entre dans la catégorie des sociétés de capitaux. Il s'agit principalement des sociétés anonymes, SA, donc sociétés anonymes, SAS, sociétés par action simplifiée, des sociétés à responsabilité limitée, donc les SARL et les URL, les URL étant les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, et également les sociétés de commandite par action, les SCA, ou les sociétés d'exercice libéral. Dans ce cas-là, vous déposez une déclaration de résultat numéro 2065-SD, et si l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, il faudra effectivement souscrire de manière dématérialisée une déclaration annuelle de résultat numéro 2065 qui va être accompagnée de différentes liasses fiscales. On vous les a mis effectivement sur le slide. Ce sont des déclarations et des liasses fiscales qu'on regardera plus amplement dans notre conférence du 15 mars. Sachant que là, effectivement, on reste sur la description du cadre plus global d'exécution de vos obligations fiscales annuelles dans l'objectif effectivement de respect du calendrier qui est prévu par l'administration fiscale. Alors, il faut savoir, juste une précision, que l'alias BIC-IS-RSI va relever effectivement du régime réel simplifié. J'expliquerai cette notion un peu plus tard. Et l'alias BIC-IS-RN, par contre, elle peut relever également du régime réel normal. Ce sont des régimes fiscaux liés à la TVA. Donc, on va les expliquer un peu plus tard. Mais effectivement, je devais le dire à ce stade de l'exposé. Alors, effectivement, on va plus rentrer effectivement dans le schéma des différences entre le régime réel normal et le régime réel simplifié. Le régime simplifié d'imposition RSI et le régime réel normal RL sont des régimes où l'entrepreneur et la société vont être imposés en fonction du résultat dégagé au cours de l'exercice. La différence majeure entre ces deux régimes d'imposition réelle va résider dans la souscription, dans le remplissage de bilans comptables distincts. Alors, comment ça se matérialise en matière de bénéfices? Donc, si vous faites un bénéfice et que vous êtes positif, vous avez effectivement un bénéfice à l'issue de l'année et que vous n'êtes pas en perte, l'entreprise ou la société va déposer un bilan comptable simplifié, donc il va vous être remis par votre expert comptable, et c'est les tableaux 2033 et suivants qui vont être joints au formulaire 2031 lorsqu'ils relèvent d'un régime réel simplifié. Et le formulaire diffère s'il s'agit du régime réel normal, puisque l'entreprise va télédéclarer un bilan comptable complet qui va être joint effectivement à des formulaires soit 2031, soit 2065. Une autre différence qui est liée au régime réel normal et au régime réel simplifié, c'est qu'effectivement, en matière de TVA, l'entreprise qui va relever du régime simplifié va payer 2 acomptes en juin et en décembre de chaque année et télétransmettre en mai de l'année suivante une déclaration fiscale qui est la déclaration numéro 3517 et qui récapitule l'ensemble des opérations imposables de l'année civile précédente. Si elle est soumise au régime du réel normal,
elle doit télétransmettre une déclaration numéro 3310 mensuelle ou trimestrielle. En effet, lorsque la TVA va être inférieure à 4 000 € par an, la déclaration 3310 peut être déposée tous les trimestres. Donc, cela dépend effectivement de votre chiffre d'affaires sur l'année précédente. Ensuite, le régime réel simplifié va s'appliquer dans des conditions particulières de chiffre d'affaires. Il s'applique aux activités de vente et de fourniture de logement lorsque le chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise va être compris entre 176 200 € et 818 000 €. Il va s'appliquer aux prestations de services lorsque le chiffre d'affaires va être compris entre 72 600 € et 247 000 €. Et si vous avez une activité mixte, c'est-à-dire par exemple des prestations de services associées à de la vente de produits, le régime simplifié d'imposition va s'appliquer si le chiffre d'affaires est inférieur à 818 000 € et si à l'intérieur de ce plafond, le chiffre d'affaires ne dépasse pas 247 000 €. Donc ce sont effectivement des conditions d'application qui vous font rentrer dans le régime réel simplifié au niveau de la déclaration et de vos obligations fiscales annuelles. Le régime réel normal, en revanche, va s'appliquer pour des conditions de chiffre d'affaires et d'activité qui sont autres. Par exemple, il va s'appliquer pour toutes les activités de vente, de fourniture de logement lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 818 000 € et aux prestations de services lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 247 000 €. J'espère avoir été claire déjà sur la manière effectivement dont on peut distinguer si l'on opte pour le régime réel simplifié ou le régime réel normal. Voilà déjà un point qui est important dans le cadre des obligations fiscales annuelles. Ensuite, revenons sur l'impôt sur les sociétés, qui est quand même la contribution fiscale majeure des entreprises. Donc, l'impôt sur les sociétés va être payé sur l'année en 4 versements, donc, qui sont payables au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année. Chaque acompte va être égal au quart de l'impôt sur les sociétés payé sur les bénéfices de l'exercice précédent et il est calculé sur des relevés d'acompte qui vont accompagner le paiement. Lorsque l'exercice servant de référence sur le calcul des acomptes n'est pas égal à 12 mois, eh bien, ils vont être calculés au prorata rapporté. Par exemple, vous avez ouvert votre société au mois de mai, vous avez un exercice effectivement qui est un peu plus court la première année. Dans tous les cas, aucun acompte ne doit être réglé, ni aucun relevé d'acompte ne doit être déposé si l'impôt sur les sociétés est inférieur à 3 000 €. Voilà ce que je pouvais dire effectivement sur cette obligation fiscale importante, sachant que sur le solde, vous allez me dire comment je paye le solde, puisque vous paye effectivement tous les trimestres. Eh bien, le solde va être égal à l'impôt sur les sociétés dû sur les bénéfices sociaux qui ont été réalisés, diminués des acomptes déjà versés. Et il est exigible le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice. Donc, si vous clôturez au 31 décembre, il sera exigible le 15 du 4e mois suivant le 31 décembre. Si l'exercice n'est pas clos à la fin de l'année, il faudra télépayer le solde au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Alors, là-dessus, je veux quand même revenir sur le crédit d'impôt. Effectivement, je m'adresse à des gens qui, certains ont des notions de fiscalité ou travaillent tous les jours avec les livres de déclaration, d'autres ne sont pas forcément, ne connaissent pas forcément la matière. Donc, je suis obligée de rappeler ce qu'est un crédit d'impôt, d'abord. Il faut savoir que le crédit d'impôt va être déduit de l'impôt calculé sur le barème seulement s'il est supérieur au montant de l'impôt. Donc, voilà la définition fiscale, parce qu'effectivement, je peux être amenée à utiliser cette notion par la suite dans le cadre de mon exposé. Et ensuite, effectivement, je vous ai fait un tableau. Donc, Myriam, je pense qu'il faudra aller sur le slide suivant. Au niveau des taux d'imposition de
l'impôt sur les sociétés. Donc, sur le taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés, je vous ai effectivement mis en exergue les différents taux d'imposition auxquels vous êtes soumis. Alors, pourquoi l'IR? Vous allez me dire, mais l'IR s'adresse aux particuliers. Eh bien, il faut savoir qu'on a deux types de sociétés. On a des sociétés qui sont transparentes fiscalement, et donc celles-là, elles sont assujetties, et c'est l'IR qui est exigible sur les sociétés qui sont transparentes fiscalement. Et puis de l'autre côté, vous avez les sociétés qui sont soumises à l'IS. Donc il faut bien faire la distinction et il faut connaître les taux d'imposition sur ces deux types de sociétés. Donc dans les entreprises qui sont transparentes fiscalement, vous avez l'impôt sur le revenu. Donc vous avez l'impôt sur le revenu avec l'entreprise individuelle, les BIC, les BNC, les BA. Donc là, effectivement, je vous rappelle que là, j'utilise des sigles, Myriam, mais c'est vrai que j'ai expliqué la signification des sigles en début d'exposé. Donc, effectivement, c'est pour des entreprises qui sont assujetties au régime fiscal des bénéfices industriels commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des BA. Et le BA, c'est le bénéfice agricole. Ce sont des entreprises en général qui peuvent être individuelles ou sur option. Et vous avez également les entreprises qui sont assujetties à l'IS. Et donc là, effectivement, vous avez par exemple, vous savez qu'il y a eu une grande réforme de l'impôt sur les sociétés qui a été lancée par le gouvernement du président Macron. Et donc, vous avez un taux qui est désormais de 25% au 1er janvier 2022. Donc, on a un taux qui a été abaissé pour l'IS, qui en 2021 avait également été, qui est un peu plus important, mais qui a été abaissé, puisque je vous rappelle que le taux historique de l'impôt sur les sociétés, c'était 33 un tiers. Donc là, on a un taux de 26,5% sur 2021. Et même, le taux peut être réduit à 15% lorsque les bénéfices sont inférieurs à 38 120 euros. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'IS. Sur le barème de l'IR, effectivement, c'est là qu'on parle effectivement de nouveautés au niveau de la loi de finances 2022, puisque sur la loi de finances 2022, vous verrez qu'il y a eu une revalorisation de 1,4% du barème de l'IR qui est indexé sur la prévision de l'inflation de 2021. Donc, vous avez par exemple, pour des tranches de revenus entre 26 000 et 74 000, un barème à 30%, et donc sur 74 000 à 160 000, un barème à 41%. C'est important, effectivement, puisqu'il y a quand même pas mal d'entreprises, les SCI, les sociétés civiles immobilières, toutes les sociétés civiles qui sont assujetties à l'IR et non à l'IS. Donc, c'est important, effectivement, d'en parler dans le cadre de la gestion des obligations fiscales des entreprises. Alors, donc, sur le slide suivant, Myriam, nous aurons ce qu'on appelle effectivement les entreprises dites transparentes dont j'ai parlé qui sont soumises à l'IR. Donc là, j'explicite un peu plus pour les gens effectivement qui n'ont pas forcément beaucoup de notions en termes de fiscalité. Qu'est-ce qu'on veut dire par entreprise transparente fiscalement? En réalité, ces entreprises sont considérées comme transparentes parce qu'il y a une confusion entre leur patrimoine privé et leur patrimoine professionnel. Et c'est en cela qu'on considère qu'elles sont transparentes. Les bénéfices vont être portés sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus de chef d'entreprise. Donc, c'est les formulaires 2042. Et je crois que dans le nombre de participants, nous avons des travailleurs indépendants qui remplissent effectivement au mois de mai leur 2042. Aucune distinction ne va donc être effectuée au niveau fiscal entre le bénéfice de l'entreprise et la rémunération du chef d'entreprise, si ce n'est donc la déduction du bénéfice imposé, des charges et donc la définition ou l'obtention du bénéfice imposable. Voilà donc ce que je pouvais dire effectivement sur le point sur les entreprises transparentes fiscalement. Notamment par rapport aux micro-entreprises, donc parce qu'on a également des TPE, TPI qui participent à notre webconférence, je voulais faire effectivement un focus sur la micro-entreprise. La micro-entreprise, effectivement,
et déterminer leur bénéfice, qui est le BIC ou BNC, va être déterminé de manière forfaitaire par l'administration fiscale. Elles appliquent sur le chiffre d'affaires qui est déclaré un abattement spécifique représentatif de frais professionnels. Et c'est le barème progressif de l'IR sur les personnes physiques que je vous ai présenté 2 slides auparavant, qui va être appliqué sur leur taux d'imposition. Donc, le taux d'imposition va varier en fonction des revenus qu'ils auront perçus. Alors, dans les micro-entreprises, évidemment, vous avez les auto-entrepreneurs. Et c'est donc un statut qui existe depuis le 1er janvier 2016. Et c'est ce qu'on appelle effectivement le régime des micro-entreprises ou du régime micro-social simplifié. La loi du 9 décembre 2018 prévoit effectivement dans les URL dont l'associé est personne physique ou le gérant, des règles qui sont similaires à celles de la micro-entreprise. Donc, c'est un régime qui peut effectivement s'appliquer aux EURL. Enfin, toujours dans le régime réel et dans le bénéfice non commercial, je voudrais revenir sur la notion pour les micro-entrepreneurs qui, depuis le 1er janvier 2016, sont sous le régime micro-social simplifié. Ils ont la faculté d'opter pour le prélèvement fiscal libératoire forfaitaire. Dans ce cas-là, l'IR, donc l'impôt sur le revenu, va être calculé sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé et payé mensuellement, trimestriellement. Voilà ce que je pouvais effectivement faire comme focus dans le cadre des micro-entreprises. Alors, il y a juste une petite précision que nous demande une de nos internautes, Samantha. Donc, elle nous dit, pour les entreprises transparentes, vous avez indiqué que les bénéfices doivent être portés sur la déclaration de revenus. Néanmoins, si les bénéfices restent sur le compte bancaire de l'entreprise et ne sont pas versés aux dirigeants, comment doivent-ils être déclarés? Ils doivent être, à partir du moment où ils sont sur le compte bancaire de la société, qui n'ont pas été versés aux dirigeants, mais il faut bien comprendre que c'est un patrimoine qui est un patrimoine commun. Donc, à partir de là, votre patrimoine personnel n'est pas dissocié de celui de l'entreprise. Donc, le bénéfice que vous faites, c'est le bénéfice que vous avez réalisé sur l'année. Donc, il doit être déclaré dans le formulaire 2042, dans le formulaire 2042C. Ensuite, l'emploi que vous en faites, vous le percevez, vous le laissez sur votre compte bancaire, vous ne le dépensez pas, ça ne concerne pas l'administration fiscale. À partir du moment où il est considéré, lorsque vous avez fait votre comptabilité, comme du bénéfice et que vous avez bien appliqué l'abattement de frais professionnels là-dessus. Est-ce que c'est clair pour Samantha? Très bien, merci beaucoup, oui. Ensuite, alors, je vous laisse poursuivre. Effectivement, donc on va revenir au régime, aux autres types de taxes. Donc là, effectivement, on a vu l'IS. Donc l'IS, c'est la contribution, l'obligation fiscale des entreprises majeures. On a vu l'IR pour les entreprises qui sont transparentes fiscalement, comme par exemple l'exemple de Samantha et du régime sur la micro-entreprise. On a vu également les différents types de régimes pour la TVA. Maintenant, intéressons-nous aux autres taxes et aux autres obligations fiscales annuelles que peuvent avoir l'entreprise à accomplir tout au long de l'année. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle la contribution économique territoriale, qui est composée d'une partie par la CFE et la CVAE. Donc, pour les gens, effectivement, je vais quand même détailler le nom de chacun. Donc, la CFE, effectivement, c'est la contribution financière des entreprises. Et la CVAE, effectivement, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, sur la CSE, il faut souscrire une déclaration numéro 14047C, elle s'inscrit dans le slide, auprès des services des impôts de votre entreprise, et ça au plus tard du 31 décembre de l'année de création de votre société. Il s'agit d'une déclaration initiale et en fait, après la première déclaration initiale, il n'y aura plus de formalité à accomplir les années suivantes. Vous n'aurez plus qu'à
effectivement déclarer votre chiffre d'affaires et vous aurez chaque année les contributions sur la CFE à régler. Sur la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, cette cotisation va être redevable par les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 152 500 €. Donc, c'est très, très précis au niveau du chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour payer la CVAE. Et donc, il convient de transmettre là encore de manière dématérialisée une déclaration numéro 1330 au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai. Et dans ce cas-là, elle sera payée via 2 acomptes de 50% chacun au 15 juin et au 15 septembre de l'année d'imposition. Donc ça, c'est une grosse obligation fiscale annuelle. Les experts comptables, des fois, s'arrachent un peu les cheveux sur la CVAE. C'est quand même une déclaration importante parce que c'est une charge fiscale également importante pour les sociétés. Donc voilà effectivement une autre obligation fiscale que représente la contribution économique territoriale qui est composée de la CFE et de la CVAE. On va revenir également sur la TVA, donc comment déclarer la TVA. Alors, il y a juste une petite précision que nous demande une de nos internautes, Charline, qui Oui. demande si les micro-entreprises sont elles aussi concernées par la CFE et la CVAE. Non, effectivement, les micro-entreprises, comme j'ai dit, la CVAE, ce sont pour les entreprises dont le chiffre d'affaires va dépasser les 152 500 €. Donc, effectivement, la micro-entreprise ne déclare pas ce chiffre d'affaires-là, sinon elle n'est plus une micro-entreprise. Donc, Très non, bien. elle n'est pas concernée. Merci Alors, beaucoup. je vous en prie. Et sur la taxe sur la valeur ajoutée, effectivement, dans le cadre du régime sur la taxe sur la valeur ajoutée, on va revenir un peu aux bases, c'est-à-dire aux obligations fiscales annuelles que l'on peut mettre en œuvre. Vous avez, parce qu'effectivement, c'est une question qui a été posée par un participant et auquel on a décidé de répondre. La TVA, c'est une des grosses parties de déclaration fiscale que le comptable en entreprise fait. Donc, il faut qu'on brosse un peu le tableau. Et donc, il y a 3 régimes en matière de TVA en France. Il y a le régime du réel normal de TVA, le régime du réel simplifié de TVA et le régime de la franchise en base de TVA. Donc, si vous êtes dans le régime réel normal, vous devez déclarer chaque mois par télétransmission les opérations taxables du mois précédent sur des formulaires qui sont des formulaires spécifiques qu'on nomme CA3. Si vous êtes au régime simplifié, donc j'avais en début de webconférence indiqué les différences en matière de TVA sur le régime réel normal et le régime réel simplifié. Ça a fait l'objet d'un slide qui devait être en page 5 ou 6. Donc vous avez juste à vous reporter sur vos notes là-dessus pour voir la distinction. Et donc là, je regarde plus le régime déclaratif. Donc vous avez une transmission dématérialisée à faire à travers la déclaration chiffre d'affaires 12 et au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai. Donc celle-là, cela porte le nom de régime réel simplifié parce qu'il y a une simplification des obligations fiscales administratives et elle va reprendre toutes les opérations taxables de votre première année d'activité et vous devrez payer des acomptes de TVA en juillet et en décembre. Vous avez bien compris que les différences entre le régime réel simplifié et le régime réel normal portent sur des différences de chiffre d'affaires. Si vous êtes en deçà d'un certain chiffre d'affaires, l'administration fiscale vous propose un régime réel qui est simplifié. Vous faites une déclaration aux alentours du 1er mai et vous payez 2 acomptes qui sont en juillet et en décembre. En revanche, si vous êtes au-delà du chiffre d'affaires que j'ai évoqué en début de webconférence, vous êtes dans le régime réel normal et à ce moment-là, vous devez faire des déclarations de TVA mensuelles. Et enfin, vous avez le régime simplifié agricole pour les agriculteurs qui se prévoit effectivement une transmission dématérialisée. J'en ai parlé dans le cadre de cette conférence, même si on sait bien que c'est un régime fiscal particulier, uniquement pour être un peu exhaustif sur la matière, mais ce n'est pas effectivement le centre de notre webconférence, puisqu'elle s'adresse principalement à des entreprises de services ou des entreprises qui sont dans le secteur de l'industrie. Alors, voilà ce que je pouvais dire effectivement sur les différentes taxes et contributions fiscales que l'entreprise peut avoir à déclarer
tout au long de l'année. Alors, on m'a demandé effectivement de revenir aussi sur quelques obligations sociales, parce que nous avons dans notre panel de participants également des personnes en charge des obligations sociales qui en découlent, notamment des responsables de paye. Et effectivement, on sait bien que Jury Travail a un axe en matière sociale qui est très important, puisque c'est le premier site d'information en ligne en matière sociale. Donc, je suis revenue effectivement sur quelques obligations sociales qui sont aussi importantes que les obligations fiscales annuelles dont je vous ai parlé tout au long de la webconférence, à savoir la fameuse DSN, la déclaration sociale nominative. Et ça intéressera également les micro-entreprises, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de questions de la part des micro-entrepreneurs qui sont un peu effectivement obligés de faire tout eux-mêmes. Donc la DSN, qu'est-ce que c'est? La DSN, effectivement, c'est la déclaration sociale obligatoire qui est remplie par l'employeur pour les salariés et dans le cadre de l'entreprise. Donc, effectivement, cette déclaration sociale nominative est obligatoire pour l'ensemble des employeurs du secteur privé, du régime général de sécurité sociale, et donc elle s'applique également aux micro-entreprises. Hein, ça, il faut être... Donc, toutes les entreprises, à partir du moment où vous avez un salarié, vous êtes dans le périmètre de la DSN. Et pour celles qui ont plusieurs établissements, donc là, on n'est plus dans une micro-entreprise, mais dans une entreprise qui a par exemple 2 établissements, 3 établissements en France, ils doivent réaliser une DSN pour chaque établissement employeur qui dispose d'un numéro de SIRET propre. Et dans tous les cas, il faut bien comprendre que la DSN, donc qui regroupe en fait toutes les cotisations sociales que vous versez pour vos salariés, ne se substitue jamais à la DPE. Qu'est-ce que la DPE? La déclaration préalable à l'embauche. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas du tout le même objectif. On sait que la déclaration préalable à l'embauche qui doit être faite dans les 2 jours, dans la semaine qui suit l'embauche du salarié, normalement c'est 48 heures maximum. Donc, à mon avis, le délai légal, c'est la semaine, donc au moins 8 jours ouvrés avant la mise au travail. Mais à mon sens, il faut que dans les 48 heures, vous ayez déclaré le salarié que vous engagez. Et la DSN a un objet tout à fait différent, puisque en réalité, elle permet de centraliser les salaires et donc de calculer les cotisations sociales et charges sociales que vous devez payer par rapport à votre personnel. Donc, c'était important effectivement de parler de ces différentes échéances sociales. Ce sont également des déclarations qui s'imposent aux entreprises et c'est la déclaration sociale nominative qui a remplacé, qui a simplifié pas mal de déclarations. Donc, vous avez, je vous ai mis dans un slide suivant, je crois que vous l'avez mis, voilà, je vous ai mis dans un slide suivant le processus et les étapes indispensables dans la mise en place de la DSN. Ce sont donc entre guillemets des outils, des indices qui vous aideront notamment pour les micro-entreprises. Ça vous explique effectivement comment vous devez vous inscrire sur le site netentreprise.fr, que vous devez vérifier votre numéro d'inscription au répertoire de vos salariés, le NIR, et que vous devez après contrôler effectivement votre SIRET sur un service de fiabilisation spécifique. Donc, c'est le processus que vous devez suivre, même pour les micro-entreprises. Donc, j'ai préféré quand même faire ce focus-là, parce qu'on a eu des questions là-dessus, même si ce sont des obligations sociales qui sont autres que les obligations fiscales. Voilà ce que je pouvais dire effectivement sur les différentes obligations fiscales. Il faut savoir qu'on pourrait effectivement discourir un certain nombre de temps là-dessus, mais malheureusement, je devais synthétiser tout cela en une demi-heure, ce qui était déjà une gageure, hein, un challenge. Donc, je crois que je suis tout à fait dans le temps imparti, puisque nous pouvons maintenant passer, je pense, aux questions-réponses de nos participants. Ouais, on va pouvoir passer aux questions qui nous ont été envoyées en amont de la webconférence, oui. Voilà. Donc, je pense que je suis bien restée dans le délai qui avait été imparti.
Alors, il va falloir répondre assez rapidement. Enfin, normalement, il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on dépassera un tout petit peu. Je m'excuse par avance auprès de nos internautes, mais je pense D'accord, qu'on va dépasser un petit peu. d'accord. Alors, l'une des questions qui nous a été envoyée concerne le CVAE et plus Voilà. précisément le barème 2021 des plafonds d'exonération ou d'abattement des CVAE pour les entreprises qui sont établies dans des zones en difficulté. Donc, que dit ce nouveau barème? Alors, donc il s'agit effectivement d'une question très spécifique qui nous a été posée. Je m'excuse d'ores et déjà auprès des participants qui n'ont pas forcément à déclarer de la CVAE. C'est une question très technique puisque effectivement sur la haute finance 2022, on s'est rendu compte qu'il y avait une variation de cet indice de 2,8% en 2021 et que donc les plafonds d'exonération ou d'abattement applicables pour 2021 sont supérieurs de 2,8% à ceux qui étaient applicables en 2020, donc une hausse. Alors, pour déterminer effectivement la CVAE, la valeur ajoutée des établissements qui bénéficient d'une exonération peut faire l'objet sur demande de l'entreprise donc d'une exonération ou d'un abattement du même taux. Donc, il a été prévu donc, pour 2021, donc, que vous déclarerez cette année, un plafond d'exonération. Donc, c'est le slide suivant, je pense, Myriam. On va pouvoir mettre les différents plafonds d'exonération qui ont été prévus par la loi de finances de 2021 pour 2022. Donc, le plafond d'exonération qui va être applicable à la valeur ajoutée des établissements qui sont implantés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, c'est 145 974 € par établissement. Je vous rappelle que la CVAE n'est déclarable que pour des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus d'une centaine de milliers d'euros. Donc, ces plafonds d'exonération sont en adéquation avec les obligations fiscales de ces entreprises-là. Ensuite, il y a un plafond d'exonération qui est prévu pour la CVAE lorsque votre établissement est localisé dans une zone franche urbaine, territoire entrepreneur, qui va s'élever à 396 703 € par établissement. Donc là, effectivement, ça peut être un point important. Et le dernier plafond d'exonération qui est prévu et qui est exploité dans une entreprise qui exerce une activité commerciale, c'est pour les établissements qui sont implantés dans une QPV. Et là, effectivement, on est à des seuils d'abattement qui sont de 396 703 € par établissement. Donc voilà ma réponse qui est très précise à cette question qui est purement technique et qui doit intéresser, je pense, juste quelques participants, puisqu'il y a une partie des participants qui ne sont pas concernés par cette contribution. J'espère avoir répondu. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va revenir maintenant sur les nouveautés concernant la fiscalité des entreprises en 2022 et en développer quelques-unes. Donc, je vous laisse la parole pour nous présenter ces nouveautés. Oui, tout à fait. On a pensé qu'il était effectivement intéressant parce qu'on a eu une question qui était d'ordre général en nous demandant, mais pour la haute finance 2022, quelles sont les nouveautés fiscales? Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a une partie des participants qui sont des indépendants, c'est qu'en septembre 2021, donc il y a environ 6 mois, le président Macron a annoncé un grand plan dédié aux travailleurs indépendants qu'on a appelé le plan indépendant. Et ce sont des mesures fiscales concrètes, mesures fiscales et des mesures administratives concrètes qui ont été lancées en 2022. Donc, on vous présente là, dans le cadre de la webconférence, ces nouveautés-là. Donc, on a l'objectif du gouvernement de Macron, c'est effectivement d'améliorer le statut de l'entreprise individuelle. Donc, vous avez déjà une mesure phare qui est très intéressante, c'est qu'on va protéger beaucoup plus votre patrimoine personnel, puisque le patrimoine de l'entrepreneur, si vous avez par exemple acheté des résidences secondaires, parce qu'avant, il n'y avait que votre résidence principale qui était protégée. Maintenant, le patrimoine de l'entrepreneur sera protégé automatiquement, même si vous ne faites pas un acte devant notaire ou si vous n'en faites pas une demande. Donc, c'est effectivement un point très important qui vous permet de vous lancer plus librement dans la libre entreprise. Vous avez maintenant, en plus, dans le cadre de l'entreprise individuelle, et c'est une nouveauté fiscale,
en 2022, la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés, ce qui n'était pas le cas avant. Et vous avez également un allongement du délai d'option pour la micro-entreprise. Et puis, vous avez effectivement quelque chose qui est très intéressant puisqu'une micro-entreprise est appelée à se développer. Vous avez un point qui est très, très intéressant, c'est-à-dire que maintenant, vous n'aurez plus besoin de faire une cessation d'activité si vous faites une mise en société, c'est-à-dire que vous commencez à travailler 1 année, 2 années, votre chiffre d'affaires commence vraiment à prospérer et donc vous allez voir un avocat, un expert comptable pour une mise en société. Avant, au niveau des fiscales, vous deviez faire une cessation d'activité et recréer votre société. Alors, à partir de 2022, il y a tout un pan de mesures qui va vous permettre de faciliter le passage en société. Donc ça, c'est le premier axe. Le second axe a été d'accentuer la protection sociale des indépendants, qui a été effectivement, par exemple, une baisse du prix de l'adhésion à l'assurance volontaire, une déclaration immédiate des recettes lors de la création de la micro-entreprise. Ça, c'est très intéressant parce qu'avant, vous aviez des cotisations forfaitaires que vous payez lorsque vous passiez en première année de création. Et vous avez également un statut du conjoint collaborateur lorsque vous travaillez avec votre conjoint qui a été amélioré puisqu'il ne s'applique plus uniquement maintenant aux époux et aux pacsés, il s'applique également à vos concubins. Donc voilà ce que je pouvais dire effectivement sur cette nouveauté fiscale et également sociale, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre un grand plan des indépendants et il nous semblait intéressant dans le cadre de cette webconférence sur les obligations fiscales de faire un focus comme ça sur les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs et les indépendants. Ensuite, vous avez également une autre nouveauté qui va être intéressante par la loi de finances de 2022, c'est qu'on va mettre en place le numéro de registre national unique qui va se substituer à tous les registres et les répertoires où vous étiez inscrits. Et ce registre national unique sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2003 et il va pouvoir remplacer pas mal de répertoires, à l'exception effectivement des registres qui sont tenus par les greffes des tribunaux de commerce. Et ce registre sera en plus entièrement dématérialisé, ce qui est vraiment pas mal, puisque ça permet une consultation plus rapide. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Ça me paraissait les deux grandes nouveautés dont il fallait faire un focus là-dessus, parce qu'on n'a pas le temps, évidemment, d'aller plus en amont. Donc, voilà, là, on a effectivement les précisions concernant le registre national unique dans le slide avec les différents éléments qu'on pouvait apporter là-dessus. Et donc, on est en attente, encore une fois, d'un décret d'application pour définir le coût de toutes ces formalités. Exactement. Mais effectivement, on a un peu de temps devant nous puisqu'il ne sera mis en œuvre qu'à partir de 2023. Donc, je pense qu'il va, dans le courant de l'année, on l'aura. Alors, une autre question qui nous a été envoyée concerne les BIC et les BNC. Notre internaute souhaitait connaître vraiment les différences entre ces deux régimes. Alors, donc déjà, j'avais expliqué en début de conférence que les BIC et les BNC ne fonctionnent pas de la même manière parce qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes activités. Hein. Les BIC, on est bien d'accord, ce sont des activités industrielles et commerciales. Les BNC, c'est pour tous les bénéfices non commerciaux. Par contre, lorsque ces deux catégories vont permettre aux professionnels de bénéficier du régime micro-entreprise s'ils ne dépassent pas le même seuil de recettes, et sur les déclarations de résultats, pour les entrepreneurs qui sont imposés d'après un régime réel, les déclarations qui vont être transmises à l'administration fiscale ne sont pas les mêmes selon que vous êtes selon le régime BNC ou le régime BIC. Et les professionnels qui relèvent de la catégorie des BNC vont déposer une 2035 qui va être accompagnée de toutes ces annexes fiscales, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises qui relèvent de la catégorie BIC. Autre différence en matière fiscale, c'est qu'on verra ça dans notre conférence du 15 mars, mais c'est vrai que le contenu de l'alias fiscale va dépendre du régime d'imposition. Donc, vous allez vous retrouver, par exemple, pour les professionnels qui relèvent de la catégorie des BIC, avec des déclarations de résultats qui vont dépendre du régime fiscal, IR ou IS.
et c'est la déclaration 2031 en cas d'option pour les entreprises à l'IR et la déclaration de résultat 2065 pour les entreprises à l'IAS. Donc leur régime fiscal est tout à fait différent et obéit à des déclarations fiscales et à des obligations fiscales qui sont également distinctes. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Alors, une dernière question qui nous a été envoyée concerne le DAS2. Et la question, c'est quelles entreprises doivent faire des déclarations DAS2 et dans quelles circonstances? Alors, la DAS2, c'est effectivement une déclaration spécifique. Lorsque vous faites appel, par exemple, à des experts comptables, à des professionnels qui s'occupent de mettre en place toutes vos obligations fiscales. Et c'est donc une déclaration qui était obligatoire et à transmettre aux services fiscaux par tout professionnel qui verse des honoraires, des commissions, des remises commerciales, les droits d'auteur ou d'inventeur qui sont de plus de 1 200 € à des tiers. Donc, c'est vraiment une déclaration fiscale particulière qui va concerner une catégorie particulière de contribuables fiscaux. Donc, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. C'est une déclaration, en revanche, qui a un caractère obligatoire à partir du moment où vous faites, par exemple, vous versez des commissions de courtage à des apporteurs d'affaires ou à des agents immobiliers. Donc, on la voit souvent dans les sociétés civiles immobilières et on la voit également, notamment dans le régime fiscal des travailleurs indépendants. Donc, c'est une déclaration qui peut revenir et qui en général, est souscrite au mois de mai. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maître, pour Merci à vous. toutes ces informations. Et merci à tous pour votre attention. J'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu des réponses à vos questions. En tout cas, je vous invite vivement également à consulter notre dossier sur le sujet qui pourra également répondre à certaines de vos questions. Et pour tout conseil supplémentaire, donc n'hésitez pas à joindre Maître Fawaz, dont je vous redonne les coordonnées à l'écran. Alors, une dernière petite chose que je souhaiterais vous demander, c'est justement de noter notre webconférence. Marine est en train de vous transmettre le lien par chat. Vos avis sont toujours pris en compte et ça nous permet d'améliorer le contenu de nos webconf. Ça ne vous prendra vraiment que très très peu de temps et ça nous aide beaucoup. Alors, si vous avez encore des questions ou si dans les jours qui viennent, une question vous revient en tête, vous pouvez poser directement à nos juristes votre première question gratuitement. Ils vous recontacteront très rapidement, normalement dans la journée ou dans les 24 heures. Là encore, Marine est en train de vous transmettre le lien par chat. Enfin, je vous donne rendez-vous pour nos 2 prochaines webconférences. Donc la prochaine aura lieu le 1er mars à 14 h. Donc on retournera sur un sujet plus en lien avec le droit social, puisque nous allons aborder les contrôles de l'inspection du travail. Nous vous indiquons comment y faire face. Donc Marine vous transmet donc le lien d'inscription par chat. Et donc, pour faire suite à notre webconférence d'aujourd'hui, comme vous l'indiquait Maître Fawaz, nous allons la retrouver donc le mardi 15 mars à 14 h. Donc, notez bien cette date dans vos agendas. Et nous aborderons donc cette fois-ci la liasse fiscale. Et là encore, Marine vous transmet le lien pour vous inscrire, ainsi que un lien pour vous permettre de poser vos questions en amont à cette webconférence pour que je puisse les transmettre à Maître Fawaz. Donc, encore merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Merci à vous, Maître Fawaz, d'avoir accepté de l'animer avec nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt, du coup. À très bientôt. Merci Myriam pour votre animation et votre invitation.
À bientôt, maître. Et je vous dis à tous enfin, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une de nos prochaines webconférences. Merci.